Alors bonsoir, bienvenue à cette séance du comité d'études des demandes de démolition de l'arrondissement du Sud-Ouest. Mon nom est Anne-Marie Sigouin, je suis conseillère de ville dans le district de Saint-Paul-et-Maure et Saint-Henri-Ouest et présidente du comité consultatif d'urbanisme. Et c'est à ce titre que je préside la séance ce soir. Parmi les membres du CCU qui m'accompagnent, Mme Léna Bouchinger, M. Ziad Haddad, M. Jonathan Chat, Mme Myriam Joannette et M. Alexandre Charret. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour qui nous a été présenté pour ce soir. Madame Bouchinger, appuyée de Monsieur Chat. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à Marie-Pierre Marchand qui va nous présenter le cheminement de la demande et l'analyse par la suite. Et on se revoit tout à l'heure. Donc, bonsoir. Je vais présenter en fait le résumé des divers dossiers qui ont été déposés par le requérant. Tout d'abord, le cheminement et les échéanciers auxquels la demande a été assujettie. Donc, le dépôt de la demande de permis de démolition a été fait le 21 février 2020. Il y a eu présentation au comité consultatif d'urbanisme pour études préalables le 1er mars 2021. Par la suite, il y a eu un avis public dans un journal local, affichage sur le site web de la Ville de Montréal pour la consultation écrite à partir du 4 mars. La séance publique pour la demande de démolition s'est tenue en séance de consultation écrite conformément à l'arrêté ministériel et s'est tenue du 4 au 18 mars 2021. Nous avons donné jusqu'au 18 mars pour recevoir les oppositions. Nous avons ensuite transmis les oppositions au comité le 18 mars. Ce soir, le comité rendra sa décision motivée. Par la suite, il y aura un délai de 30 jours permettant à tout intéressé d'interjecter l'appel qui amène au délai du 23 avril 2021. Et après le délai, s'il n'y a pas d'appel ni de refus, l'étude du projet de remplacement sera réalisée par le CCI et il y aura par la suite émission du permis de démolition. Donc, pour commencer, l'immeuble en question est situé dans le secteur de la Côte-Saint-Paul, plus précisément dans l'unité de paysage 3.5 qui est Saint-Paul-Ouest. Donc, il s'agit d'un secteur où on retrouve essentiellement des typologies de duplex escalier extérieur ou des typologies secondaires du type triplex, duplex, maison d'appartement, boom town et duplex surélevé. Il s'agit d'un secteur qui a une homogénéité relative, qui a une présence d'un type architectural dominant, d'une certaine régularité dans l'implantation des bâtiments ainsi que dans l'utilisation de la brique. Conformément au règlement de zonage de 80 de l'arrondissement, le secteur présente un usage résidentiel, permet de 2 à 3 logements, une hauteur de 2 étages d'une hauteur maximale de 9 mètres, avec un taux d'implantation variant entre 35 et 60 L'immeuble à l'étude n'est pas situé dans un secteur de valeur intéressante ou exceptionnelle. Donc, le site est situé entre les rues Eddy et Laurando, qui est anciennement appelée la rue Euriel dans le quartier Côte-Saint-Paul. On voit, selon les images du secteur, en fait, qu'on est majoritairement entouré de plex ou de duplex, comme on peut le voir dans les images du contexte immédiat. Donc, le bâtiment à l'étude est une maison de briques de 2 étages surmontée d'un toit mansardé, implanté avec une marge de recul et une galerie de bois, une dépendance revêtue de métal avec un toit en tôle, ainsi qu'un garage implanté en fondu se trouve également sur le site. La typologie de maison unifamiliale isolée, qui est de type de maison de fourbourg, n'est pas typique dans ce secteur essentiellement composé de plex, de triplex et de conciergerie, tel que présenté dans la fiche typomorphologique. Pour ce qui est de l'historique des transactions connues à ce jour, la construction daterait de 1883. L'immeuble aurait été construit par Edmond Latour et l'immeuble aurait été en location. Ensuite, en 1895, il y aurait eu la première vente. Par la suite, on dénombre 4 transactions de vente à des propriétaires occupants avant d'arriver au propriétaire actuel. L'immeuble est actuellement vacant. Donc, les critères d'évaluation selon les règlements régissant la démolition d'immeubles de l'arrondissement du Sud-Ouest, les documents présentés ont été la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment et le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Donc, l'étude patrimoniale a été réalisée par Mme Bronson. L'état du bâtiment a été réalisé en 2 rapports, soit le premier réalisé par M. Bottizatu
de maître inspecteur, et le second par Ali Gorgi, ingénieur, qui lui a fait état des recommandations, et un programme préliminaire de réutilisation dégagé proposé par Stéphane Lessard, architecte. Donc, je vais vous présenter ici un résumé des documents soumis. Donc, on va débuter avec la valeur patrimoniale. Le rapport fait évidemment mention des différentes valeurs associées au site, à savoir les valeurs historiques, sociales, architecturales et contextuelles. D'abord, il faut préciser que le bâtiment n'est pas désigné comme d'intérêt patrimonial pour l'arrondissement du Sud-Ouest, ni au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, n'est pas situé dans un secteur de valeur intéressante ou exceptionnelle comme mentionné. Il n'est pas non plus désigné comme lieu historique national par le gouvernement fédéral. Il ne possède aucun statut en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Donc, pour se situer rapidement dans l'histoire, en 1662, il y a concession par les Sulpiciens du territoire de la Côte-Saint-Paul. Donc, pendant 150 ans, ce territoire a fait partie d'une quinzaine de grandes propriétés agricoles longeant le chemin en bordure du lac à la Loutre, situé à la base de la falaise Saint-Jacques, où se trouve l'échangeur Turcot actuel. Donc, entre 1821 et 1825, il y a construction du canal de la Chine, perturbant les activités agricoles et entraîne l'assèchement du lac et l'abandon de plusieurs fermes. Ces dernières seront ensuite achetées par des immigrants britanniques, y compris l'homme d'affaires, politicien et entrepreneur John Young, qui deviendra propriétaire d'un grand terrain qui s'étendra du canal jusqu'au fleuve Saint-Laurent. En 1825, il y a aménagement du chemin de la rivière Saint-Pierre, qui est l'actuelle avenue de l'Église, pour relier Upper Lachine Road, qui est actuellement le Saint-Jacques-Ouest, et Lower Lachine Road, qui est actuellement le boulevard La Salle. Donc, vers 1847 et 1866, il y a creusage du canal de la Chine, ce qui permet d'établir diverses activités industrielles qui profiteront évidemment de l'énergie hydraulique, telles que les entreprises de fabricants des outils de la quincaillerie ainsi que les moulins de farine. Les rues et les lots du quartier seront tracés vers 1870. Donc, en 1873, il y a la création du lot 3971, qui est le lot à l'étude, et le dépôt à la circonscription de Montréal et du lotissement du secteur, mais la rue Galt n'est toujours pas nommée. En 1874, il y a création de la municipalité du village de la Côte-Saint-Paul, bordée par le canal de Chine, la ligne de chemin de fer du Grand Tronc, le canal de l'Aqueduc et la municipalité de la paroisse de la Chine. Ultérieurement, la paroisse de Saint-Henri se détache pour créer la paroisse Saint-Paul. Un an plus tard, la paroisse de Saint-Paul est créée. Le soubassement d'une première église est érigé sur le chemin de la Côte-Saint-Paul, entre les futures rues Riel et Angers. Sur la rue Angers, on retrouve déjà le pavillon hôtel et le bureau de poste que deviendra la rue principale de la nouvelle municipalité. Fait à préciser, le pavillon hôtel et le bureau de poste appartiennent tous deux à Edmond Latour, qui est la personne qui a construit l'immeuble de la rue Galt. En 1879, le site à l'étude, qui est encadré en rouge sur l'image à votre droite, est toujours vacant. En 1881, les registres démontrent que le lot appartient au révérend Louis Charbonneau, mais il n'est pas inclus dans l'annuaire Lovell du village de la Côte-Saint-Paul. En 1884, il y a une construction de la maison de briques avec l'aile arrière qui portera le numéro 177 rue Saint-Paul sur le lot en question. Et donc, Edmond Latour est maître de poste, hôtelier, épicier, commerçant de marchandises sèches, et ce dernier décide de louer la maison. Vers 1895, il y a vente du 177 à Walter Hutchison, qui est un finisseur de laiton. Ensuite, au début du 20e siècle, il y a de nombreux changements de numéros civiques ainsi que 2 incendies détruisant la première église et la deuxième église par la suite. En 1911, il y a ajout d'un deuxième étage sur l'aile arrière de la maison. En 1913, quelques lots encore vacants du côté sud. Et donc, c'est un secteur qu'on remarque occupé majoritairement par les duplex et les triplex. En 1928, la vente de l'immeuble se fait par la succession de Walter Hutchison à Armand Rosario Daou. Cette propriété est d'ailleurs la seule de la série des 3 propriétés sur Galt dont l'évaluation municipale diminue durant la période difficile qui inclut la crise financière et la récession qui a suivi le début de la Deuxième Guerre mondiale. Entre les cartes historiques de 1913 et 1940, on remarque que la grange disparaît sur le lot à l'étude. L'arrière de l'aile de la cuisine est revêtue de briques et est agrandie avec l'ajout d'un deuxième étage.
1940, la propriété de droite est très densifiée, comme on peut le voir sur l'image du centre, et malgré tout, les constructions demeurent alignées. En 1956, on remarque la construction d'un garage sur le lot pouvant accueillir 6 voitures. Après 1956, le lot subit peu de changements majeurs comparé aux 2 anciennes propriétés voisines qui sont subdivisées et densifiées au fil des années. En 1959, c'est l'ouverture de la voie maritime du fleuve Saint-Laurent, entraînant la disparition de nombreuses compagnies industrielles qui bordaient le canal. En 1970, il y a la fermeture officielle du canal de la Chine. Et depuis 1990, il y a plusieurs installations industrielles qui ont été transformées en projets résidentiels le long du canal. Et le canal est réouvert pour la navigation de plaisance. Fait à noter aussi, il y a eu une opération rénovation cadastrale pour le lot 3971, qui est devenu le numéro 1 244 396. Important de mentionner dans l'étude patrimoniale réalisée par Mme Bronson, il a été constaté qu'il y a plusieurs irrégularités dans la documentation et la référence historique présentée par de mauvaises identifications à l'époque. Donc, le dit lot inscrit comme le numéro 3971 est souvent mal identifié sur plusieurs versions de cartes, comme le lot étant 3937, par exemple sur la carte de 1874 que vous voyez en bas à gauche. En 1979, le registre de Joseph Deschamps confond l'immeuble avec le lot adjacent et identifie le site comme une maison de bois qui est illustrée en jaune alors qu'on sait pertinemment qu'elle est de briques. Pourtant, cette construction s'est toujours trouvée en face du Pavilion Hotel de Edmond-Latour et la maison adjacente depuis sa construction. Sur le plan de 1890 que l'on voit à droite, qui ne montre malheureusement qu'une portion du village de la Côte-Saint-Paul, démontre que la section au nord du lot 3971 indique la rue Galt plutôt que l'avenue Galt. Autre détail également soulevé dans le rapport de Mme Bronson, le plan de 1890 suggère faussement que le lot 3971 est toujours vacant, alors que les lots présentés avec des astérix bleus démontrent la propriété de l'hôtelier Edmond-Latour. Sur le plan de Pinsonneau de 1907, l'avenue Galt entre les rues Eddy et Riel montre la subdivision de plusieurs lots et suggère à tort que la maison sur le lot à l'étude est en bois alors qu'elle est en maçonnerie. Pour ce qui est de la valeur sociale et historique, il faut considérer les associations des personnages importants. Donc, comme toute autre propriété sur la rue Galt, le site à l'étude est associé à 2 personnages qui ont joué un rôle important dans l'histoire de Montréal et du Canada. Donc, on parle ici de John Young, homme d'affaires, politicien et entrepreneur, figurant parmi les propriétaires d'origine britannique qui ont acheté les anciennes fermes. M. Young est à l'origine de nombreux projets de construction de chemins de fer et de canaux. Il a également été membre de l'Assemblée législative et il est reconnu pour son rôle crucial dans la promotion, le développement et l'expansion du port de Montréal. Il y a une possibilité aussi que Alexander Tillotch Galt ait possédé une partie des lots de Young avant la subdivision. Ce dernier est reconnu comme un membre de l'Assemblée législative de Sherbrooke et pour avoir négocié l'union des colonies britanniques de l'Amérique du Nord pour créer le Canada et est reconnu comme étant le premier commissaire du Canada à Londres. Il y a évidemment Edmond-Latour, hôtelier, personnage important de Côte-Saint-Paul avec son pavillon hôtel, qui n'est pas à négliger. Toutes les autres personnes associées par la suite ont simplement contribué à la vie quotidienne de leur quartier et au profil démographique. Donc, il s'agit en termes de valeur architecturale et esthétique, d'une construction isolée, très simple, qui est un bon exemple de maison de faubourg avec des murs en briques d'argile sur fondation en moellon avec toit mansardé. La brique de la maison principale serait d'origine. Il y a même une photo dans le rapport de Mme Bronson qui démontre des pattes de chat, démontrant que les briques ont été séchées au grand air selon les traditions de l'époque. On remarque aussi la présence d'assemblage de briques et de bois encore sur les murs intérieurs, ainsi que la présence de plusieurs éléments d'origine. L'immeuble à l'étude fait également exception quant à la typologie du secteur de Côte-Saint-Paul, puisqu'il y a très peu de maisons unifamiliales de 2 étages dans le voisinage. Ces dernières sont soit construites 20 ans plus tard ou présentent une typologie différente à la maison de Faubourg. Donc, il s'agit d'un témoin de la première période de croissance de la municipalité de la Côte-Saint-Paul. Donc, l'immeuble du 1871 rue Galt est donc le seul exemple de maison unifamiliale isolée, érigée avant 1900, où il est encore possible de lire les généreuses proportions du lot d'origine, sans ruelle à l'arrière. Je vous ai montré ici-bas les photos comparables en fait, des immeubles unifamiliales présents dans le secteur. Donc, on peut voir que c'est effectivement un site qui est riche en végétation. Il y a une forte présence d'arbres matures.
Et je vous présente ici à droite, en fait, une vue de la maison en 2019 présentant porte et clôture avant peinte en blanc. Donc, pour une architecture simple et fonctionnelle, mais il existe un compromis par les certaines modifications qui ont été faites au cours des 135 dernières années, telles que l'aile arrière, d'abord d'un étage vers les années 1910 pour répondre aux besoins des occupants, puis les travaux de maçonnerie inappropriés, peinture de la brique, des joints de chaux d'origine qui ont été refaits avec un mortier différent et un ragréage de briques ponctuelles maladroits, briques peintes en façade avant et sur la façade ouest également, causant des infiltrations et compromettant son authenticité. Il y a des aménagements pour la suite, en fait, des autres aménagements liés aux modifications. Il y a le remplacement des composantes architecturales d'origine, comme les contre-fenêtres par des contre-fenêtres guillotines ou des fenêtres d'aluminium vers les années 70, de la tôle du toit mansardée par du bardeau d'asphalte et la modification des boiseries. L'agrandissement d'un étage de l'aile arrière aurait été agrandi entre 1928 et 1940 selon les cartes historiques, modifiée et reconstruite en 2 étages, en maçonnerie et en toit plat, mais les jonctions avec le corps principal de la maison sont maladroites. Le volume réduit la capacité d'apprécier la forme et les proportions du corps principal et est source de problèmes de construction. Le remplacement de 2 des 3 portes extérieures par des modèles incompatibles, ainsi que des fenêtres sur l'aile vers les années 1940. L'ajout d'une porte et d'une ouverture sur le mur nord. Et il y a plusieurs travaux qui ont été réalisés, le tout sans permis. Donc, pour ce qui est de la valeur contextuelle et paysagère, au cours des 136 dernières années, le quartier connaît plusieurs changements, notamment au début du 20e siècle, lorsque la municipalité connaît une période de développement urbain avant son annexion à Montréal en 1910, puis dans les années 1960, lorsque son ancien noyau a été éventré par la construction des infrastructures routières. Le voisinage est malgré tout paisible, bordé d'arbres, illustrant un paysage urbain hétérogène. Les bâtiments résidentiels sont de 2 ou 3 étages, avec la présence de briques ou de clins de métal, construits sur des lots de largeur variable. Certains lots ont été combinés ou subdivisés dans le temps, influençant leur implantation de construction. Donc, on peut passer de contigus, semi-détachés ou isolés, mais ce qui se lit aujourd'hui est majoritairement contigu. Donc, le site à l'étude, ainsi que les 2 voisins de part et d'autre, étaient les exceptions résistant au développement avant que ces lots voisins ne soient eux aussi subdivisés et densifiés. L'évolution du secteur démontre donc que la dimension des lots généraux n'était pas idéale et a largement profité au développement. Il y a eu des changements majeurs sur la rue, dont le premier, l'immeuble du 1470 rue Gall qui a été démoli, laissant le lot vacant. Par la suite, la construction d'un immeuble de 2 étages avec mezzanine à l'ouest du site à l'étude, comme on peut voir en bas ici à droite. On peut voir aussi sur le plan de géomatique de 2010 que le voisin, le voisin B a été démoli vers 2013. Donc, en considérant la structure d'analyse de la valeur patrimoniale, on considère que toutes les valeurs sont associées, ils sont fortes. Et un extrait de l'étude patrimoniale réalisée par Mme Bronson statue qu'il y a une certaine richesse dans la diversité des typologies, expressions architecturales et matériaux de différentes époques, la variation des marges de recul et la présence ponctuelle de marges latérales n'est pas à négliger. Donc, la conclusion du rapport, c'est qu'avec de bons conseils professionnels, il serait toutefois possible de corriger ces erreurs et de mettre en valeur l'extérieur de cet édifice. Et en raison de cette diversité et de ces variations, le site à l'étude sur ce secteur de la rue Gall se démarque par son paysage urbain, mais en même temps contribue à la richesse de son caractère hétérogène. Prochain critère, l'état du bâtiment. Les rapports présentés ici ont été présentés ici ensemble de manière complémentaire, mais les conclusions seront présentées distinctement. Donc, selon les requêtes et demandes de travaux déposées ou enregistrées à l'arrondissement, il n'y a malheureusement aucune requête, mis à part le dépôt de la demande de permis de démolition qui est enregistrée. Donc, les inspections visuelles et intérieures et extérieures ont été réalisées le 22 janvier 2020 par M. Betezatu de maître inspecteur. Il s'agit d'un immeuble unifamilial comportant 2 étages. Les fondations sont en moellon sur la partie de maison d'origine et du béton coulé dans la portion arrière. On a constaté une structure de carré de madrier et massif de briques. La toiture est en bardeau d'asphalte et de tôle pour la portion arrière, pardon. Et le revêtement extérieur est fait de briques rouges et peintes à certains endroits. Donc, pour ce qui est des détails de l'enveloppe et de la toiture, infiltration d'eau derrière le revêtement, éclatement de la surface de briques, joints de mortier friable.
Les scellements sont déficients à plusieurs endroits ou pourtour des fenêtres. Les fenêtres sont en état de détérioration avancée. Les présences de moisissures dans la salle de bain, absence de drain autour des fondations, absence de membrane d'étanchéité, manque d'isolation au mur extérieur et non conforme aux normes d'aujourd'hui, présence de condensation et d'humidité dans les murs, toiture du portique s'affaisse, la toiture du bâtiment s'affaisse par le poids du deuxième étage de l'aile située à l'arrière. Pour ce qui est de la structure et des fondations, la structure du garage détaché du bâtiment en fond de l'eau présente des problématiques notables, tels les signes d'affaissement au toit, des fissures profondes et longues, signes de décomposition car le bois est en contact direct avec le sol. Le portique d'entrée est en mauvais état, il est à reconstruire. Présence de solives et de colonnes affectées par la pourriture, tout comme la poutre principale. Signe d'infiltration d'eau et d'efflorescence dans le vide sanitaire. Présence d'eau constante, pente de terrain inadéquate dirigeant l'eau vers les fondations. Mortier entre les pierres se détache, se transforme en sable et la fondation est dégradée et fissurée à plusieurs endroits. Les éléments supérieurs du plancher soutenus par des poteaux. Mouvement de tassement, plancher affaissé, porte ne ferme pas bien, ajustement à revoir, pente négative à corriger. Donc, la conclusion du rapport de maître inspecteur est que la propriété est en mauvais état. Le coût de remplacement des éléments déficients à la pièce s'élève à 111 000 alors que la valeur de la maison au rôle foncier est de 66 000 La conclusion, le rapport de Taylor, en fait, conclut aussi que la structure est en mauvais état. Et il est recommandé il est mentionné que nous pensons que la meilleure solution est de démolir le bâtiment et d'en construire un nouveau en fonction de l'état des travaux à prévoir et des codes en vigueur. Donc, le dernier critère d'évaluation soumis présenté au comité est le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Donc, le projet propose une division du lot afin de permettre la construction de 2 immeubles comprenant 3 logements chacun. Donc, je vous présente ici le plan d'implantation projeté montrant le lotissement avec l'allée centrale permettant l'accès au logement. Et voici un rendu 3D du projet projeté. Le projet soumis est conforme au règlement en vigueur. Toutefois, l'apparence, l'implantation et l'intégration architecturale seront analysées ultérieurement. Donc, voici ce qui complète la présentation. Merci de votre attention. Merci Marie-Pierre. Alors, c'est à ce moment-ci que je fais rapport, en fait, de la consultation écrite qui a eu lieu suite à ce dépôt de demande de démolition. C'est un dossier qui a suscité beaucoup d'intérêt, d'inquiétude, de préoccupation, en fait, de la part de la population. Là, c'est du jamais vu. On a reçu à l'arrondissement plus de 140 demandes d'opposition à cette demande de démolition. Alors, c'est vraiment, les gens déplorent principalement que ce serait une grande perte, en fait, cette démolition, qu'elle fait partie des éléments qui donnent tout son cachet au quartier. Les gens savent, bien sûr, que c'est la plus ancienne maison de Côte-Saint-Paul. Et puis, comme on faisait état, comme c'est bien démontré là, dans l'étude patrimoniale de Mme Bronson, oui, c'est un bâtiment atypique, mais c'est justement ce qui lui confère sa valeur et une des raisons pour lesquelles les gens semblent s'y attacher à ce bâtiment-là. Les gens aussi s'inquiétaient de la disparition possible éventuelle des arbres, des grands arbres matures, probablement centenaires aussi, qui sont situés sur ce lot. On a eu également le pas pire comité logement qui a exprimé un peu les mêmes doléances là, pour des raisons patrimoniales. Ils souhaitaient que cette trace de l'histoire populaire de nos quartiers ouvriers soit maintenue. Et Héritage Montréal également s'est prononcé en disant que c'était un bâtiment qui était témoin des origines du développement du secteur et rappelait qu'en matière de développement durable, l'empreinte écologique est toujours moindre quand on procède à une restauration, rénovation, plutôt qu'à une démolition et reconstruction. Alors voilà, j'inviterai les membres du comité à ce moment-ci à adresser leurs questions à Marie-Pierre ou à nos invités. Ziad?
Oui, bonsoir. Euh, J'aimerais un peu, tu l'as fait un petit peu, Marie-Pierre, mais peut-être le requérant nous explique un peu l'historique de ce bâtiment, c'est-à-dire, euh, de un, est-ce qu'il est occupé présentement? De deux, quand est-ce qu'ils l'ont acheté? Euh, de trois, est-ce que le bâtiment est présentement chauffé, par exemple? Euh, j'ai acheté Bonjour, moi c'est Martin. J'ai acheté la maison en 2019. Mon fils a habité dans la maison jusqu'en février qui vient de passer. Euh, il a quitté la maison parce qu'elle était comme impossible à chauffer, puis il y avait de la moisissure, puis je voyais son inquiétude aussi. Donc, il a quitté. La maison est toujours chauffée. Euh, donc, voilà en gros là, le- la réponse à vos questions. Merci. Mon autre et peut-être dernière question, l'estimation budgétaire pour remettre en état, est-ce que vous l'avez soumis à l'arrondissement? Est-ce qu'on l'a vu ou vous avez uniquement avancé le numéro ou le chiffre ça devrait coûter? Ben, je vais répondre à la question, M. Oui, Haddad. En fait, c'est oui. moi qui ai additionné les montants qui étaient présents dans le rapport de maître inspecteur qui totalisant 411 000 selon tous les items à la pièce à réparer. C'est moi-même qui ai fait le calcul selon le rapport que je vous ai soumis. C'est moi qui ai additionné les chiffres. Et nous, est-ce qu'on a accès aux détails de cette estimation? En théorie, il vous a été transmis vendredi dernier D'accord, avec tous les c'est mon rapports qui ont erreur. été. OK, Oui. je vais aller voir. Non, ça va. C'est bon, merci, ça complète pour moi. Bon, micro était fermé. Myriam, est-ce que j'ai vu ta main? D'autres questions? Alex? Oui, bonsoir tout le monde. J'ai une question par rapport aux problèmes de fondation et de structure qui ont été évoqués. Justement, ça a été mentionné. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que on a des raisons de croire qu'il y a encore du mouvement? Donc, je présume que les pentes qu'on voit à l'intérieur, les fissures dans les briques, c'est le résultat de mouvement des fondations, probablement. Est-ce qu'on a raison, on a des raisons de croire qu'il y a encore du mouvement ou c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé et qui est stable maintenant? Je pourrais répondre à cette question. Techniquement, est-ce que vous m'entendez? Oui, Correct? Oui, on vous Oui, entend. OK. Donc, techniquement, s'il n'y a rien qui a été fait depuis le moment de l'inspection, il y en a de fortes chances que le mouvement continue en date d'aujourd'hui et la situation continue de se dégrader. OK, Il n'y mais a on n'a rien pas, qui arrête. on n'a pas d'évidence de ça, on n'a pas de travaux qui auraient été faits puis qui se seraient redétériorés suivant mouvement subséquent. On n'a pas fait de visite, nous autres, par rapport à l'inspection déjà effectuée. Mais comme je dis, s'il n'y a rien qui a été fait de point de consolidation de la structure, à ce moment-là, la situation se dégrade, puis bien sûr que le mouvement continue. Compris, merci. D'autres questions parmi les membres du comité? Alors, à ce moment-ci, on va aller en délibération. On quitte cette salle virtuelle pour vous revenir tout à l'heure avec une décision. Merci. Alors, le comité est prêt à rendre sa décision. Donc, je ferai la lecture de la résolution qui l'entérine. Alors, attendu qu'un avis public est paru dans le Journal de Montréal le 3 mars 2021, qu'un avis public a été affiché sur l'immeuble visé et que le comité d'étude des demandes de permis de démolition a tenu une séance en visioconférence le 23 mars 2021 à 19 h, offrant ainsi aux propriétaires et à toute autre partie intéressée l'opportunité d'être entendus. Attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 4 au 18 mars 2021 permettant à toute personne intéressée de se faire entendre conformément aux arrêtés ministériels en vigueur.
Attendu que le rapport de la consultation écrite a été transmis à l'ensemble des membres du comité d'étude des demandes de démolition. Attendu que le requérant a acquitté les frais requis en vertu du règlement régissant la démolition d'immeubles de l'arrondissement du Sud-Ouest et qu'il a rempli les conditions qui y sont édictées. Attendu que le requérant a déposé à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé permettant d'en vérifier la conformité. Attendu que la demande d'étude de démolition a été évaluée en fonction des critères prévus par la réglementation sur les démolitions, soit principalement la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment et l'utilisation projetée du sol dégagé. Attendu que le bâtiment offre un potentiel de restauration tout en respectant les dispositions du règlement régissant les démolitions. Attendu que l'état du bâtiment ne justifie pas sa démolition, puisqu'il n'a pas été démontré que la structure de l'immeuble était irrécupérable et que les éléments structuraux peuvent être corrigés à la pièce. Attendu que l'étude patrimoniale attribue de fortes valeurs historiques, sociales, architecturales et paysagères aux bâtiments et aux composantes du site. Attendu qu'il s'agit du plus ancien bâtiment résidentiel du quartier Côte-Saint-Paul et qu'il est le dernier témoin de la première période de croissance de la municipalité du village de la Côte-Saint-Paul et de son histoire ouvrière. Attendu que 118 oppositions écrites ont été signifiées au secrétaire d'arrondissement dans les délais prescrits, la variété dans la provenance et l'unanimité des oppositions signifiées témoignent du fait que la valeur patrimoniale du bâtiment dépasse l'échelle du quartier. Il est donc résolu de refuser le permis de démolition pour l'immeuble situé au 1871 rue Galt. En commentaire, le comité déplore l'état de conservation du bâtiment et du manque d'entretien au fil des ans. Également, le comité recommande au requérant de miser sur les valeurs patrimoniales du site et de revoir son intention de projet de manière à restaurer la maison de faubourg d'origine. Enfin, le comité recommande au conseil d'arrondissement d'inclure ce bâtiment au répertoire des immeubles d'intérêt patrimonial. La résolution a été adoptée à l'unanimité. Alors, merci à tous de votre présence. Merci aux membres du comité et ceci met fin à la séance. J'aurais besoin d'une proposition pour lever la séance. Daniel Joseph, appuyé de Jonathan Chat. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous.